Bonjour à tous, donc nous allons maintenant parler du cas général de la notion de déterminant, donc traiter le cas général, c'est-à-dire voir quelle est la définition du déterminant donc d'une matrice en dimension n. Alors donc on veut à nouveau prouver l'existence, et en fait cette preuve est admise, l'existence d'une application qui part de l'espace des matrices donc de Mn de K, des matrices en carré à coefficient réel ou complexe, à valeur dans K, qui vérifie les trois propriétés centrales qu'on avait énoncées dans les deux premières vidéos, c'est-à-dire la première, c'est que l'application est linéaire par rapport à chacune des colonnes de la matrice. La deuxième, c'est la propriété d'antisymétrie. Et la troisième, c'est le fait que l'image de l'application de la matrice identité est égale à 1. Alors, avec ces trois propriétés-là, on arrive à démontrer qu'il existe une unique application de Mn de K dans K qui vérifie ces trois propriétés-là. Si on en retire une, il existe toujours des applications, mais on perd l'unicité. Alors, cette application est notée déterminant, et donc nous, on n'a pas besoin en fait de véritablement connaître la définition de cette propriété, de cette définition. On va avoir des propriétés du déterminant, des propriétés qui vont nous suffire à calculer le déterminant. Il existe une certaine définition qui est au programme des MPSI, qui fait intervenir ce qu'on appelle le groupe symétrique, mais en PCSI, ce n'est pas nécessaire. Alors, donc c'est la première proposition, le premier résultat à vérifier, c'est la chose suivante. Donc c'est quand on a une matrice A dans Mn de K et un lambda qui est dans K, eh bien on peut calculer le déterminant de lambda A, et donc ça vaut lambda puissance n déterminant de A. Alors ça, c'est une conséquence directe de la linéarité par rapport à chacune des colonnes, puisque chacune des n colonnes est multipliée ici par lambda en multipliant la matrice grand A par lambda, et donc le déterminant est en utilisant n fois la linéarité, c'est-à-dire la linéarité pour chaque colonne, le déterminant est multiplié par lambda puissance n, le déterminant de A bien entendu. Autre proposition intéressante, donc qui généralise en fait tout simplement à celle qu'on a vue en dimension 2 et en dimension 3. Donc si on considère la famille x1, xn de vecteurs, donc on peut très bien aussi considérer ces vecteurs comme les matrices de ces vecteurs dans la base canonique par exemple, qui vont donc être des vecteurs colonnes, et considérer le déterminant dans ce cas-là. Eh bien, le déterminant donc de la famille est nul, si et seulement si la famille est liée. Et donc dans le cas d'une matrice, en considérant donc non plus des vecteurs colonnes, mais les matrices de ces vecteurs, comme je le disais, eh bien la matrice, une matrice est dans Gln de K, c'est-à-dire une matrice est inversible, si et seulement si son déterminant est non nul. C'est vraiment cette propriété-là qui, en pratique, sera le plus utilisée, mais même si toutes les autres vont être utiles, évidemment, un jour ou l'autre. Alors, cette caractérisation donc, des matrices inversibles, on va par la suite l'appliquer, j'en ai déjà un petit peu parlé, j'ai déjà évoqué la chose, on va l'utiliser aussi pour les applications que ça va avoir pour les endomorphismes. N'allons pas trop vite, regardons d'abord le cas particulier donc, du déterminant d'une matrice triangulaire. Alors dans le cas des matrices triangulaires, eh bien, la chose est très simple. Donc si la matrice est triangulaire, les petites étoiles ici représentent des coefficients tout à fait quelconques, donc là on a une matrice triangulaire supérieure, eh bien le déterminant de la matrice donc à nouveau est noté avec des barres verticales à droite et à gauche, et donc c'est le produit des éléments diagonaux. C'était déjà le cas en dimension 2, le cas en dimension 3, et on peut vérifier que c'est le cas en dimension n. Alors comment est-ce qu'on va démontrer ça? Eh bien on peut démontrer ça grâce aux opérations élémentaires, et plus précisément grâce au développement du déterminant par rapport à une ligne et une colonne, qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc la démonstration est une conséquence des propriétés que nous allons voir maintenant. Revenons sur les opérations élémentaires. Alors les opérations élémentaires, c'était celles qu'on utilisait pour travailler sur une matrice, et donc dans le cadre donc, de la résolution des systèmes, on faisait des opérations élémentaires pour obtenir donc via l'algorithme de Gauss-Jordan donc une matrice échelonnée réduite. Les opérations élémentaires étaient les suivantes. La première, c'était l'échange de deux colonnes.
Donc, si on note CJ, c'est un grand C ici, peu importe. CJ, donc là, dans N1 de K, donc des matrices colonnes, et grand M, donc c'est une matrice avec N colonnes, eh bien, le déterminant de C1 jusqu'à CJ-1, CK, CJ plus 1, jusqu'à CK-1, CJ, CK plus 1, c'est l'opposé du déterminant de C1, CN. Donc par rapport à C1, CN, qu'est-ce qu'on a fait ici? Regardez, entre CJ-1 et CJ plus 1, on a la colonne CK, et entre CK-1 et CK plus 1, on a la colonne CJ. Donc en fait là, on est en train d'échanger deux colonnes. Eh bien, l'échange de deux colonnes, grâce à l'antisymétrie, permet d'affirmer que cette opération-là fait que quand on passe d'une matrice à une autre en échangeant deux colonnes, on multiplie le déterminant par moins 1. Donc l'opération qui a une matrice associe sa matrice en échangeant les colonnes multiplie le déterminant par moins 1. Deuxième opération élémentaire, la multiplication d'une colonne par un scalaire non nul. Donc ici c'est la colonne J, donc la jème colonne, qui a été multipliée par lambda. Grâce à la linéarité par rapport à chaque colonne, ça revient si on multiplie une colonne par lambda, ça revient à multiplier le déterminant de la matrice par lambda. Donc l'opération qui consiste à la colonne CJ lui associer, pardon, la flèche devrait plutôt aller juste vers la gauche là, le lambda CJ, ou juste vers la droite, eh bien ce déterminant, dans ces cas-là, l'opération au niveau du déterminant revient à multiplier le déterminant par une constante. Alors, attention, on multipliait pour l'opération élémentaire, c'était multiplication par un scalaire non nul. Donc si on multiplie par un scalaire non nul, à nouveau là le déterminant est multiplié par un scalaire non nul. Donc là vous voyez que dans le premier cas, première opération on multiplie par moins 1 qui est un scalaire non nul. Deuxième cas on multiplie par à nouveau un scalaire non nul. Et la troisième opération était l'ajout à une colonne d'un multiple d'une autre. Donc ici dans la colonne CJ, j'ai rajouté le multiple de la colonne CK et lambda fois. Donc là, on a une combinaison linéaire de deux colonnes sur la JM colonne. Il y a un petit point d'exclamation là qui sert à rien. Et donc, ici, on va donc utiliser la linéarité de cette JM colonne, et ça nous donne donc le déterminant de C1 jusqu'à Cn, plus lambda fois le déterminant de, alors là, on va avoir uniquement en JM colonne CK, et jusqu'à CK ensuite, CK-1, CK et CK plus 1. Donc CK finalement va apparaître deux fois dans le deuxième déterminant, qui donc grâce à l'antisymétrie ou le côté alterné du déterminant fait qu'on a un déterminant nul. Donc là, le deuxième terme ici est nul. Le premier terme, c'est exactement les colonnes de la matrice qu'on s'était donné au départ. Donc en fait, ici on retrouve le déterminant de la matrice qu'on avait au départ. Donc l'ajout à une colonne d'un multiple d'une autre a aucune conséquence finalement sur le calcul du déterminant. Alors maintenant, donc on va revenir sur la preuve qu'on avait éludée la fois précédente, la preuve de la condition nécessaire et suffisante d'inversibilité d'une matrice, c'est-à-dire donc la condition nécessaire et suffisante, l'équivalence entre une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Il y a un des deux sens qu'on n'avait pas traité. Alors, si M est une matrice, donc on a vu et prouvé que si les colonnes de M forment une famille liée, alors le déterminant est nul. Et donc maintenant, si M n'est pas inversible, réciproquement, alors le déterminant de M, si M n'est pas inversible, alors le déterminant de M est nul, et réciproquement, si M est inversible, alors le déterminant de M est non nul. Alors preuve, effectivement, si la matrice M est inversible. Et dans ces cas-là, on sait grâce aux opérations élémentaires qu'on peut passer de la matrice M à la matrice identité à l'aide d'opérations élémentaires sur ces colonnes. Mais chaque opération élémentaire correspond à une multiplication de notre matrice par des matrices élémentaires. Ça, c'est le point de vue matriciel. Et à chaque fois qu'on fait une telle opération, puisqu'on vient de voir les trois opérations possibles, le déterminant est multiplié par un scalaire non nul. Donc soit moins 1 dans le cas de l'échange de colonnes, soit par le lambda dans le cas de la multiplication d'une colonne par un scalaire non nul, lambda. Donc à chaque opération élémentaire, si on part de la matrice M et que l'on veut obtenir une matrice échelonnée réduite, l'opération à faire, revient au niveau du déterminant à multiplier le déterminant par un scalaire non nul. Donc finalement,
à la fin des différentes opérations. C'est-à-dire qu'on part de la matrice M et on multiplie la matrice M par ces différentes matrices d'opérations élémentaires, c'est-à-dire qu'on effectue des opérations sur les colonnes de la matrice. À chacune de ces opérations, on multiplie par un scalaire non nul la matrice, éventuellement 1 dans le cas de la troisième opération. Donc au final, on multiplie par des scalaires non nuls, donc on a un produit de scalaires non nuls, fois la matrice qu'on obtient à la fin de toutes les opérations élémentaires, c'est-à-dire, dans le cas où M est inversible, à la fin, on tombe sur la matrice identité. Donc finalement, le déterminant de M est égal à K fois le déterminant de la matrice identité. Le déterminant de la matrice identité, par hypothèse, il est égal à 1. Donc le déterminant de M, c'est K. Mais comme K, c'est K, c'est-à-dire il est égal à K. Mais comme K est un scalaire non nul, le déterminant de M est non nul. Voilà la preuve. Donc il a fallu, pour ça, passer de la matrice M à la matrice identité par les opérations élémentaires qui ne faisaient rien sur... qui ne rendaient pas le déterminant nul à chacune des opérations. Voyons une propriété très importante du déterminant. Le déterminant est le produit de matrice. Donc le produit de matrice qui, je le rappelle, au niveau des endomorphismes, correspond à la composition des endomorphismes. Et donc là, une puissance de matrice, je le rappelle encore, c'est une puissance d'endomorphisme, et une puissance d'endomorphisme, c'est une composée d'endomorphisme. Alors, si on a deux matrices A et B dans Mn de K, donc deux matrices carrées de même format, bien entendu, le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Donc le déterminant est parfaitement compatible avec la multiplication. Attention, pas du tout l'addition. Alors, petit rappel, toute matrice inversible est produit de matrices d'opérations élémentaires qui sont elles-mêmes inversibles. On vient plus ou moins de l'appliquer dans la proposition précédente. Alors, prouvons cette propriété. Deux cas sont possibles. Premier cas très simple, la matrice B n'est pas inversible. Dans ces cas-là, le produit AB n'est pas inversible. Ça, on avait déjà vu ce genre de propriété, donc on peut interpréter ceci en termes d'endomorphisme éventuellement. Et si le produit est inversible, ça impliquerait que, si le produit AB est inversible, ça impliquerait que, par exemple, B serait la matrice d'un endomorphisme injectif, et s'il est injectif, il est surjectif, donc l'endomorphisme représenté par B serait bijectif, et donc la matrice B serait inversible. Donc on aboutit à une contradiction. Donc si B n'est pas inversible, alors AB n'est pas inversible. Donc dans ces cas-là, à la fois, d'après la proposition précédente, B et AB ont des déterminants qui sont nuls, puisqu'ils ne sont pas inversibles. Donc les deux sont nuls, donc il y a bien égalité, det de B et det de A fois... det de AB est nul et det de B est nul, donc det de A fois det de B est nul. On a bien égalité dans cette expression ici. Deuxième possibilité, la matrice B est inversible. Alors la matrice B est inversible, on va repasser par les opérations élémentaires, et donc on peut passer donc de B à nouveau à IN à l'aide d'opérations élémentaires sur les colonnes de la matrice B. Chaque opération élémentaire revient à multiplier, on l'a déjà expliqué, la matrice B, alors c'est opération sur les colonnes, donc c'est multiplication à droite par des matrices d'opérations élémentaires. Et donc à chaque opération, cela revient à faire une opération sur le déterminant, mais cette opération, c'est une multiplication par un scalaire K. Alors j'ai mis K ici, mais en fait c'est un scalaire K de K étoile, plus précisément, de la matrice. Donc, multiplions cette matrice B par des matrices d'opérations élémentaires. Dans ces cas-là, partant de AB, on peut multiplier par ces mêmes opérations et donc multiplier à droite B par ces mêmes matrices d'opérations élémentaires. Et donc on va se retrouver avec AIN qui aurait été multiplié dans le calcul du déterminant par lambda. Maintenant qu'on est ici, AIN c'est A. Et donc en fait, le déterminant de AB est égal à lambda fois le déterminant de A, avec donc un lambda, un scalaire, j'ai mis K ici, pardon, c'est un scalaire lambda, qui est non nul. Donc non nul, qui est bien dans K étoile. Ce scalaire, c'est celui qui a été calculé, qui permet de passer de B à la matrice IN. Donc c'est un scalaire qui ne dépend que de la matrice grand B. Donc c'est ce que j'ai rappelé ici. Maintenant, on obtient donc une relation ici, qui est det de AB égale lambda fois det de A. Donc le cas ici, c'est lambda. Det de AB égale lambda fois det de A. Calculons cette valeur de lambda.
Puisque le scalaire lambda ne dépend que de la matrice B, on n'a fait aucune hypothèse jusqu'à présent sur la matrice A, dans ce qu'on a dit avant. Donc si on n'a fait aucune hypothèse sur la matrice A, c'est que l'égalité qui est là est valable pour n'importe quelle matrice A de Mn de K. Alors si c'est valable pour n'importe quelle matrice A, eh bien appliquons cette égalité à une matrice A particulière, on va prendre l'identité. Si on applique cette égalité, on obtient donc le déterminant de IN fois B, qui est égal au déterminant de B, est égal, en prenant l'égalité, à lambda fois le déterminant de IN. Mais le déterminant de IN c'est 1, c'est donc égal à lambda. Donc on obtient le déterminant de B est égal à lambda. Donc lambda c'est le déterminant de B. Si on reprend cette expression-là, on a bien déterminant de AB égale lambda, c'est-à-dire déterminant de B fois déterminant de A. D'où le résultat. Une conséquence de cette propriété, et puis on s'arrêtera là pour cette vidéo, c'est que si M est une matrice inversible, dans ces cas-là, le déterminant de son inverse, c'est l'inverse du déterminant de M. Alors effectivement, si M est dans Gln de K, alors M-1 existe, et M fois M-1 est égal à l'identité. Donc le déterminant du produit M fois M-1 en utilisant la propriété précédente est égal au déterminant de M fois déterminant de M-1, mais le déterminant de M-1 c'est le déterminant de l'identité C1, donc le produit des déterminants, déterminant de M fois déterminant de M-1 est égal à 1, donc ces deux nombres-là sont des inverses l'un de l'autre, d'où le résultat, le déterminant de M-1 c'est 1 sur déterminant de M. Voilà les premiers résultats sur le déterminant d'une matrice quelconque de taille n. On va en voir un petit peu d'autres dans une prochaine vidéo sur la transposition, et puis on parlera aussi par la suite, je descends, des opérations sur les colonnes, et ce qu'on appelle donc le développement d'un déterminant par rapport à une colonne.